Par exemple, pour les juifs de peuple déicide. Je voudrais dire aussi une chose. Il y a des silences qui font plus de bruit que les ovations d'une salle comble. Et celui de Jacques Martin, à la fin de sa vie, était assourdissant. Imaginez un homme qui a fait rire toute une nation pendant plus de 30 ans, incapable de prononcer une phrase entière. Un empereur déchu, cloué dans un fauteuil roulant, face à l'océan de Biarritz, regardant les vagues comme on regarde le temps qu'on ne pourra plus jamais rattraper. Ce jour-là, Jacques Martin ne dominait plus la télévision française. Il dominait à peine sa propre respiration. Ce n'est pas ainsi que la France se souvient de lui. Et pourtant, c'est ainsi qu'il est parti. Dans cette chambre d'hôtel silencieuse, loin des plateaux, loin des orchestres, loin des rires d'enfants de l'école des fans, il ne restait plus rien du maître du dimanche. Plus de générique, plus d'applaudissements. Juste un homme fatigué, prisonnier d'un corps qu'il avait trahi et d'une mémoire qui, elle, refusait de se taire. Jacques Martin, ce nom évoquait la fête, la légèreté, la famille réunie autour de la table du déjeuner. Il était la voix rassurante, le sourire malicieux, l'ami fidèle qui entrait dans les foyers chaque semaine sans jamais frapper. Pour des millions de Français, il incarnait une certitude. Le dimanche serait heureux quoi qu'il arrive. Alors comment expliquer cette fin glaciale ? Comment un homme adulé par tout un pays a-t-il pu terminer sa vie dans une solitude presque obscène ? Qui a éteint la lumière de celui qui avait passé sa vie à l'allumer pour les autres ? Car à la fin, Jacques Martin ne cherchait plus la gloire. Il ne cherchait même plus le pardon. Ceux qui l'ont approché dans ces dernières années racontent un regard habité par autre chose. Le regret. Un regret lourd, tenace, qui revenait chaque nuit comme une marée noire. On dit qu'il revivait sans cesse les mêmes scènes, les mêmes visages, les mêmes trahisons. 3 blessures, profondes, jamais refermées. 3 ombres qui se tenaient au pied de son lit, silencieuses mais implacables. Était-ce la cruauté d'un métier qui dévore ses idoles avant de les oublier ? Était-ce la trahison de ceux qui l'aimaient le plus, ou bien, plus terrible encore, était-ce lui-même ? Sous les projecteurs, Jacques Martin était le père idéal. Mais derrière le masque, il portait une exigence féroce, une peur panique de disparaître, une obsession du contrôle qui allait lentement l'isoler de tous. À force de vouloir être indispensable, il est devenu insupportable. À force de vouloir être aimé par des millions, il a parfois oublié ceux qui l'aimaient vraiment. Aujourd'hui, nous n'allons pas juger Jacques Martin. Nous allons l'écouter. Écouter ce que son silence raconte. Car ce silence n'est pas vide. Il est rempli de vérités que personne n'osait dire tant qu'il était au sommet. Pour comprendre ce naufrage, il faut d'abord mesurer la hauteur vertigineuse du trône sur lequel il s'était assis, car on ne chute jamais aussi violemment que lorsqu'on tombe de très haut. Pour comprendre la chute de Jacques Martin, il faut d'abord se souvenir de son règne. Un règne absolu, lumineux, presque irréel. Nous sommes dans la France des années 70 et 80. Une époque où la télévision n'est pas un simple écran accroché au mur, mais le foyer symbolique de la famille. Le dimanche, on ne zappe pas. On attend, on se prépare. On déjeune un peu plus vite, on tire les rideaux, on règle le son. Et puis une voix retentit, reconnaissable entre mille. Une phrase devenue rituelle. Sous vos applaudissements. À cet instant précis, Jacques Martin entrait dans les salons français comme un ami attendu. Il ne demandait pas la permission. Il était chez lui, chez nous. Grand-mère, parents, enfants, tout le monde était là. Un pays entier réuni autour d'un même homme, d'un même sourire, d'une même promesse, celle d'un moment heureux. Jacques Martin n'était pas seulement un animateur, il était un chef d'orchestre. Il chantait, il jouait la comédie, il improvisait, il provoquait, il rassurait. Avec le petit rapporteur, il avait osé ce que personne n'osait à l'époque. Se moquer de l'actualité, tourner en dérision le pouvoir, rire de la France sans la mépriser. Une insolence joyeuse, presque libératrice, dans une télévision encore corsetée par le sérieux et le respect des formes. Et puis il y avait l'école des fans. Là, Jacques Martin changeait de visage. Plus de satire, plus de griffes, juste une tendresse infinie. Il se penchait vers ses enfants tremblants, leur parlait à hauteur d'âme, leur offrait 15 secondes d'éternité. Des millions de téléspectateurs avaient l'impression de voir un oncle bienveillant, un homme capable de rendre le monde plus doux, ne serait-ce qu'un instant. C'est cela, le génie de Jacques Martin. Il incarnait tout à la fois, le frondeur et le rassurant,
le provocateur et le protecteur. Il était à la fois le gendre idéal et le bouffon du roi, une contradiction vivante qui fascinait. Son empire s'appelait Dimanche Martin, et cet empire était une mécanique d'une précision redoutable. Rien n'était laissé au hasard. Jacques Martin contrôlait tout, le rythme, les silences, les regards, les rires. Il refusait la médiocrité, il exigeait l'excellence, et le public le lui rendait au centuple. Les audiences explosaient, les théâtres affichaient complets. Son nom était synonyme de succès, d'intouchabilité. À cette époque, Jacques Martin croyait, ou voulait croire, qu'il avait trouvé l'équilibre parfait. Il pensait que l'amour du public était un rempart, que tant que les gens l'applaudissaient, rien ne pouvait l'atteindre. Ni le temps, ni la fatigue, ni les failles intérieures qu'il dissimulait derrière son humour. Mais ce que personne ne voyait encore, c'est que ce trône doré avait un prix exorbitant. Être numéro 1 chaque semaine, année après année, ce n'est pas un privilège, c'est un combat, une lutte permanente contre l'ennui, contre la lassitude du public, contre la concurrence, contre soi-même. Jacques Martin vivait avec cette peur sourde, celle de décevoir, celle d'être remplacé, celle de ne plus être indispensable. Il se nourrissait de cet amour populaire comme d'une drogue, et comme toutes les drogues, il en fallait toujours plus de perfection, plus de contrôle, plus de domination. Sans s'en rendre compte, l'homme qui illuminait les dimanches commençait à brûler ceux qui gravitaient autour de lui. Car derrière les costumes impeccables et les rires en cascade, une autre personnalité prenait forme. Une personnalité que les caméras ne filmaient jamais, une ombre grandissante, tapie derrière la lumière. Quand le générique de fin s'évanouissait et que les applaudissements mouraient dans les haut-parleurs, un autre Jacques Martin apparaissait, un homme que le public ne connaissait pas, ou plutôt qu'il ne voulait pas connaître. Dans les couloirs des studios, l'atmosphère changeait brutalement, la fête se transformait en tension, les sourires se figeaient, les voix se faisaient plus basses, car l'empereur du dimanche retirait son masque, et derrière l'homme charmant, derrière le conteur chaleureux, se cachait un chef impitoyable, obsédé par le moindre détail. Ceux qui ont travaillé avec lui le racontent encore aujourd'hui à voix basse, comme on évoque un souvenir qui brûle. Jacques Martin ne supportait pas l'approximation. Une lumière mal placée, une note de musique hésitante, un rythme jugé trop lent, et la tempête éclatait. Les colères étaient fulgurantes, humiliantes, parfois dévastatrices. En quelques phrases, une carrière pouvait vaciller. En quelques secondes, un technicien pouvait perdre toute confiance en lui. Ce n'était pas de la cruauté gratuite, c'était pire, c'était la peur viscérale de la médiocrité, la peur de décevoir, la peur de devenir remplaçable. Jacques Martin ne se battait pas seulement contre les autres, il se battait contre une angoisse intérieure qui ne le quittait jamais. Être numéro 1 n'était pas une récompense, c'était une condamnation à ne jamais faiblir. Il voulait tout contrôler, tout maîtriser, comme s'il croyait que la perfection était la seule barrière possible contre l'oubli. Dans son esprit, l'erreur n'était pas humaine, elle était une menace, et dans ce royaume qu'il avait bâti, il n'y avait pas de place pour la faiblesse. Peu à peu, la peur remplaça l'admiration. Dans les studios, on ne parlait plus du tonton Jacques, on parlait du patron, on évitait son regard, on priait pour passer entre les gouttes. L'homme qui faisait rire la France entière était devenu, pour ceux qui l'entouraient, un soleil trop brûlant. Un soleil qui éclaire, mais qui consume tout ce qu'il touche. Et cette tyrannie ne s'arrêtait pas aux portes des plateaux. Chez lui aussi, Jacques Martin régnait, avec la même rigueur, la même distance, la même obsession du respect. On raconte que ses enfants se levèrent de table quand il entrait dans la pièce. Un geste qui peut sembler anodin, presque anecdotique, mais qui révèle en réalité un abîme. Celui d'un homme qui ne savait plus être père, seulement empereur. Il avait transformé sa vie en une mise en scène permanente, même dans l'intimité, même avec ceux qui portaient en son nom. Il croyait que l'autorité protégerait l'amour, que le contrôle empêcherait la trahison. Quelle illusion tragique! À force de vouloir être irréprochable, Jacques Martin s'est isolé. À force de vouloir être admiré, il a éloigné l'affection sincère. Autour de lui, un vide s'installait, lentement, silencieusement. Personne n'osait le lui dire. Et lui, trop occupé à maintenir son trône, ne voyait pas les fissures. Car on ne commande pas au cœur comme on commande à des caméras. Et tôt ou tard,
La vie allait lui rappeler, avec une cruauté implacable, qu'aucun pouvoir n'est éternel, pas même celui d'un empereur adoré par des millions. Il existe un endroit où même les empereurs devraient pouvoir déposer leur couronne. Pour Jacques Martin, cet endroit n'a jamais vraiment existé. Derrière les murs de sa maison, loin des projecteurs et des rires enregistrés, il ne se reposait pas. Il commandait, la même rigueur, la même verticalité, la même distance. Chez lui, Jacques Martin n'était pas un père comme les autres. Il était une autorité, une présence qui imposait le silence plus qu'elle n'inspirait la confidence. On l'a raconté, presque comme une anecdote. Les enfants qui se lèvent quand leur père entre dans la salle à manger. Un geste d'un autre temps, presque militaire. Mais ce détail, en apparence insignifiant, dit tout. Il dit une maison où l'on respecte plus qu'on ose aimer. Une maison où l'on admire, mais où l'on ne se blottit pas. Jacques Martin voulait être respecté. Il croyait que le respect était la preuve ultime de l'amour. Il se trompait, et sans le savoir, il construisait autour de lui une forteresse froide, imprenable, et terriblement solitaire. Il faut comprendre l'homme pour juger le père. Jacques Martin venait d'un monde où l'on ne montrait pas ses failles, où l'émotion était une faiblesse, où l'autorité protégeait de l'abandon. Il avait passé sa vie à tout contrôler, convaincu qu'un relâchement, un instant de vulnérabilité pouvait tout faire s'effondrer, même au sein de sa propre famille. Mais les enfants n'obéissent donc pas comme des équipes de télévision. Ils n'applaudissent pas sur commande. Ils n'aiment pas par obligation. Et plus Jacques Martin imposait le silence, plus la distance grandissait. Les repas devenaient cérémonies, les échanges formels, les regards prudents. Autour de lui, les êtres qu'il aimait se faisaient discrets. Par respect, pensait-il. Par peur, peut-être. Car vivre dans l'ombre d'un homme adoré par toute une nation est un poids immense. Comment exister quand le père est une légende ? Comment lui parler quand il est déjà écouté par des millions d'autres ? Jacques Martin voulait être irréprochable. Mais à force de chercher la perfection, il a oublié la tendresse. Il a oublié l'imperfection nécessaire à l'amour, cette maladresse qui rapproche, cette fragilité qui rassure. Dans sa forteresse, il n'y avait pas de place pour le doute, et donc pas de place pour l'abandon affectif. Puis un jour, la première fissure est apparue. Pas sur un plateau, pas devant des caméras, mais dans son cœur. La femme qu'il aimait s'est éloignée, et pas pour un inconnu, pour un homme de son entourage, un ami, une trahison intime, brutale, humiliante. Pour Jacques Martin, ce ne fut pas seulement une rupture, ce fut un effondrement, la preuve terrible que le contrôle ne protège de rien, que même l'empereur ne règne pas sur les sentiments. Cette blessure-là a laissé une trace indélébile. Elle a renforcé sa méfiance, durci son cœur. Il s'est refermé encore davantage, convaincu que l'amour était instable, que la loyauté était un mythe, que l'on ne pouvait compter que sur soi-même. Mais la vie, cruelle ironie, n'avait pas fini de le dépouiller. Car alors que Jacques Martin tentait de survivre à cette déflagration émotionnelle, un ennemi bien plus implacable se préparait dans l'ombre, un ennemi contre lequel ni le talent, ni la notoriété, ni l'autorité ne pouvaient être bien. Le destin parfois ne frappe pas, il exécute. Alors que Jacques Martin tentait encore de se relever de l'effondrement de sa vie intime, son corps, épuisé par des décennies de tension, de colère contenue et d'exigence permanente, a brutalement lâché. Un matin de 1998, sans avertissement, sans négociation, le noir s'est fait. D'un Thomas le Pain. Un accident vasculaire cérébral foudroyant. Pour n'importe quel homme, c'est un drame. Pour Jacques Martin, c'était une condamnation presque symbolique. L'homme qui vivait par la parole, qui maîtrisait chaque silence, chaque inflexion de voix, se retrouvait privé de son instrument vital. Sa voix ne lui obéissait plus. Les mots, autrefois si précis, si joueurs, se coinçaient dans sa bouche. Son corps se rebellait, la moitié de lui-même devenait étrangère. En quelques heures, l'empereur était à terre. La chute fut vertigineuse, et surtout, rapide, trop rapide. Les projecteurs, qu'il avait tant aimés, se sont détournés avec une efficacité glaçante. La télévision ne supporte ni le vide, ni la faiblesse. Elle avance, toujours, quoi qu'il arrive aux hommes qu'elle a portés au sommet. Les émissions continuaient, les dimanches existaient encore, les rires résonnaient toujours dans les salons français, mais ce n'étaient plus les siens. Jacques Martin assistait impuissant à sa propre disparition médiatique. Son empire survivait sans lui, et peut-être que c'est cela qui faisait le plus mal. Cloué dans un fauteuil roulant,
il découvrait une réalité qu'il n'avait jamais envisagée, l'indifférence. Le téléphone sonnait de moins en moins, les visites se faisaient rares. Les fidèles d'hier, ceux qui riaient un peu trop fort à ses plaisanteries, s'évaporaient, comme si sa fragilité était contagieuse, comme si sa chute rappelait trop cruellement une vérité que personne ne veut regarder en face. Jacques Martin entrait dans l'hiver de sa vie. Il n'y avait plus de costumes impeccables, plus de répétitions interminables, plus de plateaux pour canaliser son énergie, il ne restait qu'un homme diminué, confronté à une solitude brutale, presque obscène après tant d'amour public. Lui qui avait tant donné au service public se sentait désormais inutile, remplaçable, oublié. Et dans ce silence forcé, les souvenirs revenaient. Tous, les bons bien sûr, mais surtout les autres. Les regards qu'il avait écrasés, les mots trop durs, les gestes qu'il n'avait jamais faits, les pardons qu'il n'avait jamais demandés. Pour la première fois de sa vie, Jacques Martin ne pouvait plus fuir en avant. Il ne pouvait plus masquer ses peurs derrière l'exigence. Il était seul face à lui-même. C'est à ce moment-là que le masque est tombé définitivement. Dans les chambres d'hôpital, puis dans ce refuge face à la mer, à Biarritz, il a compris que la gloire est une amante infidèle, qu'elle s'éloigne dès que le corps faiblit, qu'elle n'a ni mémoire ni compassion. Lui qui avait cru que son nom le protégerait découvrait une vérité cruelle. Le succès n'aime pas les survivants. Autour de lui, le monde continuait, sans méchanceté apparente, mais sans lui. Et cette continuité était une blessure plus profonde que la maladie elle-même, car elle lui murmurait chaque jour ce qu'il avait toujours redouté: on peut être indispensable un temps et totalement inutile le lendemain. C'est dans cette traversée du désert que Jacques Martin a commencé à parler autrement, pas à la presse, pas au public, à quelques rares proches, à demi-mot, par regard, par silence lourd de sens. Il ne criait plus, il constatait. Et peu à peu, une vérité s'imposait à lui. Une vérité qu'il n'avait jamais osé formuler quand il était au sommet. Une vérité trop douloureuse pour être regardée sans être brisée. Face à l'océan de Biarritz, Jacques Martin n'avait plus rien à prouver, plus rien à défendre, plus aucun rôle à jouer. Dans le silence de sa chambre, rythmé seulement par le souffle lent d'un homme fatigué, il a commencé le travail le plus douloureux de toute une vie, regarder en face ce qu'il avait été. Sans maquillage, sans applaudissements, sans indulgence. Il ne s'est jamais livré dans une grande interview. Il n'a pas écrit de livre confession. Sa main tremblait trop. Sa voix refusait de coopérer. Mais ceux qui l'ont approché dans ces dernières années parlent d'un homme lucide, presque implacable avec lui-même. Un homme qui avait identifié clairement les trois forces qui l'avaient conduit là. La première, c'était ce métier qu'il avait tant aimé, la télévision. Jacques Martin lui avait tout donné. Ses week-ends, sa santé, sa vie privée. En retour, il avait reçu la gloire. Puis l'oubli. Dès que la maladie avait frappé, il s'était senti rayé de la carte. Comme un roi dont on efface le nom des livres d'histoire dès qu'il ne peut plus se tenir debout. Cette ingratitude le révoltait, elle le blessait profondément, car il croyait, naïvement peut-être, que 30 ans de fidélité méritaient autre chose qu'un silence poli. La deuxième blessure était plus intime, plus brûlante, la trahison des êtres aimés. Sans jamais citer de nom, Jacques Martin laissait entendre une rancœur tenace envers ceux qui avaient profité de sa lumière avant de s'éloigner quand l'ombre est arrivée. Il s'était senti voler, pas d'argent, mais de confiance. Lui qui donnait tout sans compter avait découvert que l'amitié et l'amour ont parfois une date de péremption, surtout quand les projecteurs s'éteignent. Ces deux blessures à seul avaient durci, enfermé, rendu méfiant. Mais la troisième révélation était la plus terrible. Le dernier coupable, le plus impitoyable, c'était lui-même. Dans cette solitude forcée, Jacques Martin a compris que son exigence tyrannique, cette quête obsessionnelle de la perfection, avait été sa propre prison. Il avait confondu respect et amour, autorité et tendresse. Il avait voulu être admiré par tous, au prix de l'intimité avec ceux qui comptaient vraiment. À force de bâtir un empire, il avait oublié de construire des ponts. À force de briller, il avait gelé l'affection autour de lui. Il avait créé un palais de glace, et il y était mort de froid. Ce constat n'était pas un cri de haine, ni une tentative de justification. C'était un aveu silencieux, la tristesse infinie d'un homme qui réalise, trop tard, qu'il aurait échangé 1000 ovations contre un seul moment de douceur sincère. L'histoire de Jacques Martin dépasse la biographie d'une star. Elle nous parle de nous, de notre rapport au succès, à l'ambition, à ce besoin d'être reconnu,
parfois au détriment de l'essentiel. Elle nous rappelle que la gloire est un emprunt, qu'elle peut être reprise sans prévenir, alors que l'amour, lui, se construit lentement et se perd tout aussi vite. Avant de partir, Jacques Martin n'a pas demandé qu'on se souvienne de lui comme d'un empereur, mais comme d'un homme, fragile, complexe, terriblement humain. Et maintenant, la question vous appartient. Si vous étiez à sa place, que choisiriez-vous ? Être applaudi par des millions ou être aimé par quelques-uns? Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour ne pas être oublié? Si cette histoire vous a touché, si elle a réveillé quelque chose en vous, prenez un instant pour réagir, laissez un commentaire, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui compte et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à explorer, ensemble, les destins cachés derrière les légendes. Car ici, nous donnons enfin la parole à ceux qui se sont tus trop longtemps,